la dame qui va... Voilà, ça, c'est fait. Pour Tinou, tu info, lèves la puisque main? Zoom a un peu changé, si vous voulez, par exemple, lever la main, c'est dans une petite icône au milieu qui s'appelle Réagir avec un petit cœur. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez lever la main et vous pouvez rebaisser la main, parce que sinon, par défaut, elle reste levée et vous allez avoir une crampe digitale. Crampe digitale. Très bien. Ça, c'est de la novlangue. Les petites règles du jeu, mais vous, si vous nous connaissez, vous commencez à être habitué. Mais écoute, c'est cool. Si vous pouvez suivre, évidemment, si vous avez d'autres choses en parallèle, n'hésitez pas. Ouverture, on va parler de pas mal de choses, d'expériences différentes. Donc, c'est bien d'être dans une posture constructive et d'écoute des différentes réalités, pas de jugement. Et co-responsabilité, et notamment sur la partie du temps de parole. Nous, on fera attention à redistribuer la parole, mais quand vous prenez la parole, c'est cool si vous êtes précis et concis. Et Tinou, c'est aussi valable pour nous deux qui animons, qu'on puisse aussi suivre le temps qu'on prend à parler. Petite grande image de la fin de matinée, mais un bienvenu qui est en cours. Ensuite, on va faire un focus sur l'écoute active, la valorisation, le safe space, brave space, la joie militante, et les rôles et moments clés, et la suite. Et à bientôt pour pas se quitter comme ça. Se souhaiter bon appétit, certainement. Mais à chaque fois, dans les 5 focus qu'on a choisi de faire, on va à chaque fois vous faire un petit partage sur les pratiques, ou nous, ce qu'on a appris à travers nos expériences, un peu les trucs clés à retenir. Et ensuite, il y aura un petit moment d'exemple où vous pourrez notamment partager concrètement dans vos organisations qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et on vous partagera des sources aussi si vous voulez creuser, vous êtes fan de lecture comme nous ou de documentaires. Est-ce que ça vous va? Ouais. Super. Euh, Tu nous mets des cœurs, merci. Plus grand fan, heureusement que tu es là. Make Sense, très rapidement, je ne sais pas si vous connaissez, à quel point vous connaissez Make Sense de 0 à 5. 0, c'est que le nom. 5, j'ai travaillé là-bas depuis 10 ans, par exemple. Je vois pas forcément vos têtes. Quand je demande, n'hésitez pas à mettre vos mains ou à utiliser Il y le a chat. des gens qui mettent sur le chat aussi. On a 2 zéros Ok, et 3 2 et 1 3. Donc, on a plein de zéros. Ah, c'est génial. ok, c'est génial. C'est génial. Make Sense, c'est un peu le pôle emploi de l'engagement. Moi, j'aime bien le définir comme ça. C'est pour tous les gens qui trouvent que le monde tourne pas très très rond, mais qui savent pour autant pas exactement quoi faire enfin, quel fil tirer dans ce sac de nœuds qu'est la société. Et du coup, on bosse globalement avec tous les gens qui se bougent, que ce soit en tant qu'individu avec leur casquette citoyenne, ou bénévoles, concrètement, que ce soit aussi individu en tant que je monte des projets à impact socio-environnementaux. Donc, par exemple, pour les chiffres, on a aussi, on accompagne tous les gens qui montent des projets qui visent à faire autrement société. Et aussi toutes les organisations qui existent depuis plus ou moins longtemps, qui sont en train aussi de se reposer des questions de comment est-ce qu'on adapte aussi nos façons de faire, nos modèles économiques, nos modèles de gouvernance, plein de choses qui fait qu'une organisation vit pour construire ensemble une société plus durable, plus inclusive et plus solidaire. Et ça, on le fait toujours avec une manière bien de nous qui est sur le collectif et que le chemin soit aussi sympathique que l'arrivée. Je lis pas toutes les slides parce que vous les avez certainement déjà lues. Et notamment par rapport aux associations, bah, on voit qu'en ce moment c'est un petit peu zone de turbulence depuis quelques années et donc on essaie aussi de proposer toujours des méthodes d'accompagnement et des outils de mobilisation pour faire en sorte que les assos continuent d'être agiles et flexibles. J'imagine toujours des gens qui font des grands écarts, peut-être parce que je travaille trop avec Tinou, mais pour continuer de proposer des modes d'engagement à tous les gens que vous côtoyez au quotidien en fonction de où vous êtes et ce que vous faites pour un monde plus chouette. Je fais souvent des rimes, vous allez voir, c'est pas volontaire. On organise aussi plein d'événements auxquels vous avez peut-être déjà participé. Je vais pas rentrer dans les détails, on pourra aussi vous envoyer un mail avec pas mal de, de propositions pour suivre un peu ce qu'on fait. On a un club aussi pour continuer de discuter entre tous les responsables de communauté qui a un vrai métier pour continuer d'échanger et d'apprendre entre nous.
et des webinaires régulièrement aussi sur différentes thématiques. Oui, j'ai le temps, c'est formidable. Comme c'est écrit, est-ce que je peux vous demander de prendre votre téléphone et de soit scanner le QR code, soit rentrer menti.com et de rentrer ce code. D'une, je veux bien que tu le remettes dans le chat, s'il te plaît, parce que je vais devoir changer mon partage d'écran. Doudou. Hop, vous avez déjà la première question, mais la première question, c'est... On fait souvent des icebreakers parce qu'on aime bien savoir qui est autour de la table et ça permet de faire des blagues toujours et de mettre des gifs. J'ai une passion gif. Vous préférez bosser dans une orga super utile mais pleurer tous les soirs ou bosser dans une orga, j'ai écrit normal, c'est une orga normale et être archi content et contente d'y aller tous les jours. Pour ceux qui n'ont pas vu la flamme ou le flambeau, franchement, c'est plutôt rigolo. Ok. Est-ce que tout le monde a pu rejoindre et voter? Hop. Donc, pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à rentrer menti.com et le petit code que Dune vous a mis dans le chat. Ok, alors je suis curieuse de savoir qui a le courage de bosser dans une orga super utile mais de pleurer tous les soirs. Globalement, on est des êtres humains et on est content à la fin de la journée si on est content pendant la journée. Et donc, c'est aussi très important de vivre un bon moment. Donc, c'est pour ça que le soin et le fait d'être épanoui au quotidien, c'est bien de l'incarner aussi dans vos organisations et de vos parcours d'engagement parce que c'est ça qui va faire que les gens continuent et restent. Deuxième question. Alors, hop. Est-ce que vous pouvez, ce qui n'est pas vraiment une question, mais est-ce que vous pouvez mettre votre prénom et orga et votre besoin attente à ces sujets-là? Nous, ça nous permet aussi de savoir avec quoi vous venez et pour pouvoir aussi glisser des petites billes pendant ce matin. Euh, je ne sais pas trop s'il y a une limite de caractère, je pense, donc n'hésitez pas à faire bullet point ou à vraiment mettre des mots. Et si ça vous limite, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Est-ce que ça marche toujours parce que j'ai zéro réponse? Yes, le temps de d'écrire. Donc, approfondir le sujet pour nous améliorer. Comment faire pour des bénévoles 100% distanciels? Besoin de m'outiller pour mobiliser les bénévoles durablement. Apprendre plus. Pas d'orgas mais bénévoles. Donc là, pour en savoir plus. Héloïse sont dans toutes les étapes du parcours d'engagement. Stéphanette, mieux accompagner les assos. Non, 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 je vais pas pouvoir tout lire. Si, je vais pouvoir. Très curieuse et preneuse de tips, par la valorisation de nos bénévoles, culture du soin, ne pas s'épuiser en collectif, prendre davantage soin du bénévole, offrir du sur-mesure et pérenniser sur le long terme. Pas forcément besoin de prendre des infos. Soins et communauté qui est devenue un peu trop sérieuse. Création d'un réseau d'ambassadeurs citoyens et bénévoles sur la transition écologique. Mieux valoriser les bénévoles, confiance en eux pour prendre des missions à responsabilité. Bonne pratique pour l'animation de la vie bénévole et construire leur parcours d'onboarding, recherche d'inspiration et tips. Trop chouette. Tinou, je te aussi partage ça, comme ça tu vas pouvoir aussi adapter tes partages de bonnes pratiques et se zoomer sur certaines potentiellement. Et dernière question que j'ai. Hop. Quand tu dis tu me le partages, tu me l'as envoyé sur... Je te le partage en direct et je vais t'envoyer le lien également, c'est sur Mentimeter. Mais comme ça, tu as lu aussi les attentes en direct que tu peux faire juste après. Et un truc qui rend votre journée plus mieux, de manière générale, ça va pas forcément du coup à être dans votre travail, mais un petit truc qui fait que c'est plus sympa, c'est plus doux, c'est plus valorisant, c'est plus rigolo. Petite habitude que vous avez par exemple.
Euh, et évidemment, le truc derrière, c'est de se dire, ah tiens, ça, comment est-ce que potentiellement je pourrais l'intégrer dans moi, mes parcours bénévoles, parce que si ça fait du bien à tout le monde, peut-être que c'est des petits trucs que je peux intégrer aussi dans mon accompagnement. Alors, les emojis, les couleurs partout tout le temps, du soleil, une glace, voir des sourires autour de moi, la créativité, les gens sourire heureux, voir les gens que j'aime, la joie d'être ensemble, le soleil croise un golden retriever, tiens, c'est très précis. La reconnaissance, les blagues, une heure de marche à pied, les chats, du soleil, les blagues, le soleil et le sourire, dire et recevoir des merci, sortir en nature, trop chouette. Beaucoup de soleil quand même, ne soyez pas trop dépendants et dépendants du soleil parce que c'est pas toujours gagné. Feedback positif, capitaliser sur les avancées, voir les insectes butineurs et mon chien. Euh, Super. Euh, Très chouette. Moi, par exemple, de façon très concrète, j'ai allumé mes petites bougies à côté de moi. Et le soir, je note dans mon carnet 3 trucs que j'ai aimés dans ma journée depuis 5 mois. Et franchement, c'est très chouette. Je vous conseille. Je repars sur notre présentation. Et Tinou, si tu es prêt et d'accord, je te passe la parole pour continuer, enfin, pour prendre le premier sujet qui est l'écoute active pour un peu faire un petit zoom dessus. Je suis prêt et je suis d'accord. Super. Eh bien, la parole est à toi et je coupe mon micro. Super, bah tu peux passer tic. Alors, comment on écoute les bénévoles? Il y a quelque chose où souvent on a l'impression qu'on est à l'ère des réseaux sociaux et qu'aujourd'hui tout se fait par sondage et tout ça. Et en fait, il y a quelque chose qui est vachement bien pour prendre soin des bénévoles, c'est de continuer à passer des coups de fil. Donc, c'est-à-dire même si vous avez 1000 bénévoles répartis dans toute la France, en fait, c'est toujours et que vous êtes dans une posture vous d'animateur ou d'animatrice de communauté, je veux bien que tu restes sur on va rester pendant tout le temps où je vais parler, on va rester sur sur la première, ni la deuxième, si tu veux bien revenir. Ah, voilà. Bon, alors le temps que Agathe revienne sur la partie un et repartage son écran. Du coup, j'étais en train de dire, c'est toujours important de garder du coup un lien avec un certain nombre de bénévoles qui peuvent représenter bah, des gens très anciens ou très nouveaux et de prendre le temps de prendre un café ou de le faire un appel téléphonique. Et souvent, on a l'impression que on a changé d'air et on a des nouveaux outils, mais en fait, il n'y a rien de mieux que de continuer à garder ce lien intime. Il y a aussi, évidemment, pour avoir des choses un peu plus représentatives, un questionnaire à faire passer. Donc, typiquement, moi, j'ai organisé le séminaire Médecins du Monde. Avant la fin du séminaire, j'ai envoyé un questionnaire pour que tout le monde puisse indiquer les choses qu'ils avaient aimées, qu'ils avaient pu les mettre mal à l'aise et tout ça. Et ça donne l'occasion, de manière anonyme ou pas, d'entendre des choses que les gens auraient pas forcément pu dire de manière prendre la parole devant tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Ou alors même en petit groupe, il y a des choses qu'on n'assume pas. Donc on a eu des remarques sur la mixité, on a eu des remarques sur les repas, on a eu des remarques sur il y avait telles animations, je me suis senti seul. Donc toujours, on peut ritualiser le fait de donner l'occasion à tout le monde, notamment aux bénévoles, de faire des retours. Euh, Déjà, ça, c'est deux choses importantes. Il y a une autre chose, en fait, après, c'est une base de formation. Donc, vous pouvez vous former. Il y a des vidéos d'initiation sur Internet, mais il y a des stages aussi. Euh, Écouter, ça s'apprend. Moi, par exemple, j'étais particulièrement mauvais pour écouter. Donc, il y a quelqu'un qui me parle, je suis tout de suite spontanément à vouloir trouver des solutions, à lui dire quoi faire. Alors qu'en fait, juste savoir écouter, savoir reformuler et être une oreille attentive, c'est quelque chose déjà important. Et donc, ça s'apprend. Vous pouvez faire des formations, par exemple, sur la CNV, sur l'écoute empathique, sur les feedbacks. Et enfin, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est important d'avoir, on en parlera un peu plus tard, des espaces où il y a un cadre et les gens peuvent s'exprimer. Donc ça veut dire, notamment là, je vais prendre ce bouquin de... Ah bah il a disparu. J'avais un bouquin de Juliette Rousseau sous la main et maintenant que j'essaye de vous le lire, il a disparu. Ah oui, c'est bon, c'est ça. Donc il y a un bouquin de Juliette Rousseau, rien à voir avec Sandrine, qui s'appelle Lutter ensemble.
et elle avait traîné un peu ses guêtres un peu dans plein de ZAD et dans plein de lieux un peu différents. Et elle explique que parfois, il y a une personne qui a une situation un peu spécifique, donc par exemple une personne racisée, et que quand cette personne va dire qu'il y a des choses qui vont pas, on va lui dire oh là là, bon bah ça va, oui, mais on peut pas s'adapter, etc., etc. Et que ces voix minoritaires, elles ont beaucoup de mal à s'exprimer parce que certes, ça vient pas forcément fluidifier l'organisation. Cependant, ça veut dire que c'est une organisation qui se fait au privilège des gens qui sont déjà dans des situations de pouvoir. Et donc, c'est quelque chose d'assez important, mais par exemple, pendant les Black Panthers, il y avait chez les Black Panthers, il y avait des prédateurs sexuels. Et quand il y a des femmes qui sont venues se plaindre, eh ben, il y a des gens qui leur ont dit, oui, mais tu as affaibli la lutte, c'est pas le moment, ou faut pas en parler, ou c'est pas la place pour parler de ce genre de choses. Donc en fait, il faut avoir le courage, même s'il y a des gens qui sont en minorité et qui osent dire des trucs, de d'accueillir et de respecter aussi le fait qu'elles parlent d'un point de vue différent et que c'est encore plus coûteux pour elles, généralement, de s'exprimer. Et vous, est-ce que vous avez des exemples dans vos organisations respectives, de gens qui ont su mettre en place des processus d'écoute, qui ont su se remettre en question sur des oppressions systémiques ou qui ont des processus rituels, par exemple, après chaque projet. Par exemple, avec Agathe, quand vous serez partis, et d'une, on va se faire une petite réunion pour dire, pour se faire des feedbacks et se dire, ah, moi j'ai été mal à l'aise là-dessus, ça c'était bien, ça c'était moins bien. Comment on pourrait faire mieux la semaine prochaine? Enfin, au prochain webinaire. Maintenant, du coup, je pense qu'on peut arrêter le partage d'écran et je serais curieux de voir s'il y a des gens dans la salle qui ont des bonnes pratiques. Mais peut-être toi, Agathe, tu en as. Euh, Sinon, On a déjà donné pas mal côté Make Sense, donc je propose qu'on laisse la parole à Marion, par exemple, qui lève la main. Juste parce que moi, ça me fait penser, j'ai été, moi, il y a de longues années aux brigades de paix internationales, qui est du coup de l'intervention civile de paix. Et eux, ils avaient vraiment réfléchi et mis carrément une charte de la diversité pour justement avoir une écoute des minorités et même mettre des polices afin que des personnes qui ne sont pas représentées puissent avoir accès. bonne pratique, du coup. Mm. Merci beaucoup, Marion. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient, dans le chat, citer des exemples de bonnes pratiques qui ont été mis en place sur cette notion d'écoute? Alors, on a Barthélémy qui dit actuellement dans une association avec 40 pros indépendants, consultants, formateurs, mise en place très récente de cercles de parole et du travail qui relie. Un peu tardif car tension déjà là. Barthélémy, n'hésite pas à prendre la parole si tu peux, mais sinon je ferai ta voix dans le chat. Ouais, rapidement. Ah, mais pas beaucoup d'autres choses à rajouter. Juste l'idée en effet de poser des jalons plutôt avant que ça se produise. Parce que ensuite c'est un peu l'urgence et ça peut créer davantage de dommages. Donc ça, Complètement. c'est super en effet d'avoir des infrastructures sociales avant de vouloir bricoler des solutions pour réparer. Donc, aux petites cantines, par exemple, chez les employés des petites cantines, ils ont un truc qui s'appelle alors 36-15 girafes. En gros, quand il y a quelqu'un qui est mal à l'aise ou qui a besoin d'avoir un employé qui a besoin de s'exprimer sur quelque chose qu'il vit, il y a une hotline avec des gens, des bénévoles qui ont suivi des stages de CNV et qui sont aptes à apporter une oreille attentive. Donc ça peut être des cercles de parole, ça peut être fait avec des bénévoles, ça peut être fait par téléphone. Et je vois que Sarah lève la main. Ouais, coucou tout le monde. Moi, c'est plutôt un outil qui m'a pas mal aidé, qui sont les 4 niveaux d'écoute un peu formalisés par un gars que vous connaissez peut-être qui s'appelle Otto Scharmer, qui a développé la théorie U. Et donc, il dissèque hyper bien les niveaux d'écoute autour de 4 axes, le niveau basique, factuel, empathique et génératif, et il explique ce que c'est. Et c'est assez éclairant pour voilà, pour voir à quel niveau on se situe, qu'est-ce qu'on rejoue dans ces différents niveaux, et pour tester aussi à deux ou à plusieurs dans des collectifs ces différents niveaux.
qui sont finalement pas si faciles que ça à mettre en place. Et je vais partager un lien qui explique beaucoup mieux, on va plus en détail ces 4 niveaux, si jamais vous avez envie d'aller voir. Trop bien. Merci beaucoup, Sarah. On est combien au niveau du temps sur ce premier point, Agathe? Il faut On va passer au prochain devoir ou pas? passer aux sources, notamment, je pense. On peut prendre un dernier partage si c'est très court. Il y a quelque chose parfois qui agace les gens, c'est quand il y a une cellule d'écoute et de soins, mais en fait, quand il y a quelque chose qui est amené, c'est pas pris en compte. Là, ça peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire que, ben, un peu comme quand les gens votent et que leur vote n'est pas respecté, ensuite ils arrêtent de voter. Et donc, en fait, parfois, il y a des fausses cellules de soins ou d'écoute où en fait les gens s'expriment, mais c'est pas pris en compte. Et ça peut être encore pire en fait que s'il y avait rien. C'est comme quand il y a quelqu'un qui vous demande ça va et qui écoute pas votre réponse. Passons aux sources du coup. Clairement, je retrouve les slides. Hop, attends. Non, pas ça. Bon, sinon, on peut aller directement à la prochaine partie si c'est J'ai, trop j'ai- galère. C'est bon. Du coup, on vous enverra quelques petites ressources par mail, toutes celles et ceux qui sont inscrits, des petites fiches pratiques et des vidéos sur la CNV, des stages aussi, et des praticiens auprès de qui vous pouvez vous former. Et un certain nombre de trucs sur la lutte contre la discrimination. Il y a notamment nous-mêmes, par exemple, Make Sense, parce qu'on a des biais dont on n'est pas forcément conscient. On se fait accompagner par Nawel Zouak pour apprendre à mieux écouter à la fois nos bénévoles et nos salariés. Euh, Prochaine chose qui est importante, c'est la valorisation. Du coup, tic. Hops. Alors, il y a quelque chose d'hyper important à faire, c'est célébrer. Il y a quelque chose alors souvent, pendant longtemps, être bénévole, c'est un peu culture sacrificielle. Il faut aller distribuer des tracts sous la pluie, avoir froid, choper un rhume. Et puis vraiment, il y a cette culture un peu du sacrifice de soi. Et bah, c'est un peu des passions tristes, tout ça. Donc, même des petites victoires, bah, de toute manière, parfois, quand on est militant, par exemple, écologiste, c'est les seuls qu'on réussit à avoir, parce que nos opposants sont un peu plus costauds. Il faut réussir à s'en réjouir et à les célébrer régulièrement. Donc, n'hésitez pas, que ce soit un anniversaire, on a réussi à convaincre le maire de faire quelque chose, ou même quelque chose qui peut paraître anodin. C'est toujours l'occasion de se réjouir et de rajouter un peu de joie. Et c'est une super moyen bah aussi de tout simplement de socialiser avec les autres bénévoles. Euh, donc, alors il y a les remerciements aussi. Les remerciements, c'est quelque chose de très important. Mais par contre, il y a une erreur qui peut être faite, c'est de remercier les gens n'importe comment. Donc, je prends un exemple, c'est quelqu'un qui, euh, par exemple, est très timide. Et donc, et puis moi, vu que je suis maladroit, je vais la forcer à se lever et à faire un discours devant tout le monde, alors qu'en fait, pour elle, ça va être un un très mauvais moment. Donc, on a un peu récupéré un espèce d'outil de développement personnel dont je suis pas fan en général, mais qui me semble assez intéressant pour que vous gardiez en tête comment bien remercier vos bénévoles. C'est les 5 langages de l'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat, je suis sûr, qui connaît un peu les 5 langages de l'amour et qui pourrait essayer de nous faire un petit récap? Suspense. Bah ça alors. Ah, merci Guillaume. Alors, en effet, dans les langages de l'amour, il y a les services. Donc moi, par exemple, je sais que mes amis m'aiment quand ils viennent m'aider à déménager. Je sais que ma maman m'aime parce qu'elle m'offre des cadeaux. Le temps de qualité, je sais que on s'apprécie avec Agathe parce que parfois on prend le temps de prendre un café et de discuter de plein de choses. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Les paroles, exactement. Donc dire merci tout simplement ou c'était super ce que tu as fait. Et il y en a un dernier, mais qu'on va pas forcément utiliser dans le monde associatif, c'est le toucher. Et ça peut être un peu,
Ça, ouais, non, à éviter dans plein de cadres différents. Enfin, en tout cas, avec parcimonie et avec le consentement. Toujours est-il, c'est que c'est une bonne manière de se dire que on n'a pas tous et toutes les mêmes manières de donner et de recevoir de l'affection et de la gratitude. Et pour certaines personnes, il y a certaines choses qui pourraient être complètement inutiles, voire nuisibles, alors que pour d'autres, c'est hyper important. Typiquement, même Aremax, là, par exemple, c'est une association de bénévoles qui collectent les déchets pendant les festivals. Donc c'est vraiment hyper ingrat. Et en fait, eux, ils sont contents d'être bénévoles parce que tous les premiers samedis du mois, ils font un super apéro et une grosse teuf. Et que ils ont un espèce de t-shirt qui est hyper chouette et ça vient nourrir un sentiment d'appartenance. Pour d'autres personnes, il y a des gens, par exemple, nous on animait des choses chez Make Sense où on invitait des super bénévoles pendant tout un week-end. Et en fait, chacun, et du coup, le mieux, c'est d'avoir plusieurs manières de remercier vos bénévoles et surtout de leur demander, alors pas forcément tout le temps à tout le monde, mais de demander aux gens comment ils ont envie d'être remerciés et du coup de faire des choses un peu spécifiques. Il y a quelque chose qui me semble important qui me semble important, c'est aussi de mettre en lumière les, les gens qu'on ne voit pas, les invisibles. Donc on a tous dans notre bande de potes, par exemple, quelqu'un qui s'occupe tout le temps d'organiser les anniversaires, d'organiser les vacances, et cette personne le fait sans rien demander à personne, et souvent personne lui dit merci, parce que c'est pas quelque chose qui se voit et qui est énorme. Donc comment dans une organisation, c'est tout bête, mais il y a quelqu'un qui prend le temps, par exemple, d'accueillir, de faire un gâteau pour les nouveaux, ou d'accueillir les personnes, ou de passer un petit coup d'éponge pour que le lieu reste propre. Et souvent, ces personnes-là le font sans que ce soit jamais vu. Donc, c'est peut-être votre rôle aussi de rendre compte de ça, de le valoriser, pour montrer que ça existe et que les rôles doivent tourner, et aussi pour que la personne voit ses contributions remerciées et mises en valeur. Ensuite, dernière chose qui me semble importante, c'est euh, moi je pense que le bénévolat n'existe pas. Je pense que d'une certaine manière, les gens, quand ils vont s'engager dans une association, ils vont essayer de trouver du sens. Ils vont essayer de trouver la reconnaissance dans les yeux, par exemple, de leurs proches, de leurs collègues, de leurs enfants. Et ils vont aussi chercher à rencontrer des gens et à se former. Donc, une bonne manière assez souvent de remercier les bénévoles, c'est de leur offrir des formations qui vont leur permettre voilà, des formations qui vont leur permettre d'apprendre des choses. Enfin, pour moi, ça c'est le sixième langage de l'amour, c'est le respect de la prise de décision. Donc, comment on fait pour que, d'une certaine manière, et c'est pas le cas de tout le monde encore, hein, ça varie selon les gens, mais que quand quelqu'un s'exprime sur un sujet et qu'il est légitime là-dessus, comment on fait pour entendre sa parole et donner suite. Voilà 5 choses, selon moi, à faire pour bien valoriser les bénévoles. Du coup, je suis curieux, je me retourne vers toi, Agathe, et vers et vers les participants et les participantes. Est-ce que vous avez des exemples concrets pour illustrer peut-être ces manières de remercier les bénévoles? Merci Tino. Pour rebondir sur comprendre un peu comment fonctionne la personne, nous, on a un rituel qu'on fait chez Make Sense qui s'appelle un t'es qui moi quand on fait deux par deux ou un qui qu'on est nous quand on fait par équipe ou par groupe où on pose plein de questions de base sur comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce que c'est quoi les choses importantes pour nous, comment est-ce qu'on se sent valorisé, comment est-ce qu'on nous fait des feedbacks, enfin des choses comme ça. Donc ça peut être des temps aussi à intégrer dans les parcours d'onboarding pour que vous puissiez tout de suite avoir les informations sur comment fonctionne cette personne. Et par exemple, pendant les séminaires de Make Sense, on a des love letters. Donc, il y a des petites enveloppes qui sont accrochées pendant tout le séminaire. Et donc, les gens font des post-it avec des petits mots plus ou moins intenses. Et ça fait toujours plaisir quand on repart avec cette petite enveloppe. Et il y a des responsables aussi. On a un channel aussi Thank You quand on veut aussi redire merci et que ce soit aussi visible pour tout le monde. C'est aussi un bon moyen de pas forcément mettre la personne devant une salle entière et de la gêner, mais c'est aussi c'est sur Slack et du coup quand on a une notification sur ce channel, on se dit ouh, qui me dit merci. Donc ça fait toujours plaisir. Est-ce que vous avez des partages aussi dans vos propres organisations?
Ou si vous êtes timide et que vous n'osez pas le dire à voix haute, vous pouvez tout simplement aussi l'écrire dans le chat. Ou le mimer. Mais ça marche pas si on est timide. Alors, deux participants ont levé la main. J'ai pas vu qui avait levé en premier. Yes, ouais. Bah, on peut prendre les deux. Ouais. Sarah, tu peux passer en première? Ok, ça marche. Alors, dans une association que j'avais créée, on avait des femmes qui étaient particulièrement engagées dans tout ce qui était organisation, etc. Et on trouvait que c'était invisibilisé. Et à chaque fois qu'on faisait un événement, on rappelait à chaque fois les personnes qui étaient mobilisées sur l'événement et qui avaient participé. Et on appelait en fait l'assemblée à les célébrer ensemble, du coup. Et ça marchait plutôt bien. Merci, Sarah. Avec plaisir. Il y a Lucie de Médecins du Monde et il y aura Gala d'Open Food Fact après. Oui, bah, de notre côté, je pense qu'il y a dans les délégations, il y a pas mal de temps de convivialité. Donc, ça va être des barbecues au moment de l'été, surtout quand des fois il y a une fermeture temporaire ou alors le dîner le repas de fin d'année avec le partage de goodies. Et on profite aussi souvent de la Journée mondiale du bénévolat pour valoriser les bénévoles auprès aussi de tous les salariés sur cette journée en faisant une communication, que ce soit sur l'intranet, sur les réseaux sociaux. Et cette année, on a fait un petit travail de recueil de témoignages sous format BD qu'on a envoyé à tous les bénévoles. Voilà. Merci, Lucie. Et il y a Gala. Gala qui peut prendre la parole aussi d'Open Food Fact. Je suis pas sûre qu'elle puisse. Il me semble qu'au début, elle a dit qu'elle était en écoute parce qu'en déplacement. Ouais, bonjour à tous. Je peux, mais ça risque d'être un peu bruyant parce que je suis en atelier cuisine en même temps. Mais oui, du coup, nous, on propose, euh, comme j'ai écrit, de faire des portraits de nos contributeurs pour les présenter un peu au reste de la communauté. Il y a qui refusent, il y a qui sont super contents. On s'adapte vraiment par rapport aux questions aussi. Donc, on les laisse aussi choisir un peu les questions auxquelles ils veulent répondre. Et c'est souvent assez inspirant, je pense, pour les autres membres de voir que chacun apporte quelque chose de différent, mais que on a tous, on partage tous à peu près la même motivation, c'est de faire plus de transparence dans l'alimentation. Et voilà. Merci beaucoup, Gala. Et Tatiana, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, mais je l'ai écrit, bonjour. C'était juste vraiment carte postale, tout simplement. On a commencé ça il y a 12 ans ou 3 ans. Et je ne savais pas que ça va avoir cet effet, que vraiment, il y avait un bénévole, il m'a appelé, il m'a dit merci parce que c'était pour la première fois que j'ai reçu la carte postale avec un remerciement et ça fait du bien. Oui. Alors là, on est sur une mise en abîme aussi de la valorisation parce que vous vous sentez aussi valorisé quand les bénévoles vous disent merci. Donc, ça bénéficie à tout le monde. Inception du merci. Exact. On est comment au niveau temps, très chère Agathe? Je pense que c'est pas mal si on passe aux sources, sauf si quelqu'un a un dernier mini partage. Je repartage mon écran alors. Ok. D'ailleurs, si vous avez des sources, n'hésitez pas à les partager. Euh, euh, du coup, là, on va vous envoyer une petite fiche sur les 5 langages de l'amour et un petit guide sur plein de manières de dire merci aux bénévoles. On intégrera aussi ce que vous avez dit dans ce compte rendu. Euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant, juste, je me permets de rajouter, moi, ma meilleure pratique que j'aime bien, c'est pour parler à la fois de la raison d'être et aligner un peu les gens au niveau des valeurs et de la stratégie. J'essaye à chaque fois que je dis que je vois quelque chose, donc par exemple un bénévole qui a organisé un super banquet paysan, je fais ah, bravo Joachim d'avoir tellement bien respecté notre valeur numéro 3, Practice what you preach, et qui s'inscrit dans notre stratégie du mieux manger. Donc ça permet à la fois de valoriser quelqu'un et de montrer, en gros, de rappeler, parce que parfois les bénévoles sont pas forcément dans les petits papiers de la gouvernance et on oublie la raison d'être ou la stratégie. Et une manière pas trop chiante et de parler
de ces choses qui sont discutées souvent dans les headquarters, c'est de dire, ah bah, telle personne illustre vachement bien telle valeur ou tel axe stratégique. Next, tip, toc, look. Alors, safe space, brave space, sécuriser l'expression et la gestion des conflits. On est des humains et des humaines, donc la question n'est pas de savoir si il va y avoir des conflits, mais quand il va y avoir des conflits et comment on va apprendre à les gérer. Et prendre soin, tic, c'est savoir aussi gérer ces conflits, voire exclure. Donc déjà, première chose à faire, ben, comme disait Lao Tzu, les ports ne sont jamais favorables à qui ne connaît son port de destination. J'ai inventé cette citation, mais je la trouve stylée. C'est déjà, il faut déjà bien définir le cadre. Donc là, c'est ce que Agathe a fait en tout début de réunion, en disant, tiens, bah, on n'oubliez pas de fermer vos micros quand vous parlez pas et que on ne doit pas juger les idées des autres. Donc, le mieux, ça va être difficile de faire respecter un cadre si le cadre n'a pas été posé au préalable. Sinon, on a l'impression que le cadre, il change en fonction des avis et du coup, c'est pas hyper légitime et hyper fonctionnel. Donc, le cadre, ça peut se définir via un règlement intérieur. On vous enverra des exemples de règlements intérieurs. Ça peut être aussi une charte qui s'affiche dans les locaux. Par exemple, dans les colloques comment ça s'appelle à Nantes, là, les gens qui font des colloques mixtes entre personnes issues de la rue et personnes conventionnelles. Lazare. Donc, il y a une petite charte dans la cuisine qui explique c'est quoi, comment doit fonctionner la coloc avec des règles. Et du coup, tout le monde doit s'y tenir. Donc, pour que les gens respectent les règles, encore faut-il qu'elles soient visibles. Pas uniquement dans un règlement intérieur que personne ne lit, à part moi. Donc, il y a plein d'ateliers vachement bien pour définir les règles. Et il y a des règles en ligne, des règles pour les lieux physiques, des règles pour les manières de travailler, qui peuvent être plus ou moins claires. Mais en tout cas, plus on est transparent, mieux c'est. On l'a dit un peu avant sur le système de l'écoute, il faut ritualiser le fait d'avoir des espaces où on peut se faire des feedbacks. Donc, par exemple, à la fin d'un projet, ou à la moitié d'un projet, ou à chaque fin de mois, ou à chaque fin d'atelier. Comme ça évite de pas avoir le courage, parce que c'est hyper difficile de dire bon, j'ai été hyper mal à l'aise, Agathe, là, avec ce qui s'est passé. On va pas oser le faire. Alors que si on a prévu un espace pour s'en parler à la fin de la réunion, et qu'en plus on se dit que c'est le jeu et que ça fait du bien à tout le monde, là on va oser le faire. Donc ne pas se contenter, comme certains le font dans certaines boîtes avec des collaborateurs, d'avoir un entretien annuel et ensuite pendant 9 mois tu vas passer du temps à te faire des films ou à ruminer ou imaginer que machin pense que machin parce que bidule, rien de pire. Donc nous on parle de culture du feedback et on vous enverra quelques éléments là-dessus. Et comment surtout on le ritualise, que ce soit en ligne ou hors ligne. Ensuite, globalement, comme on l'a dit, au même titre que communiquer, ça s'apprend. Gérer des conflits, ça s'apprend. C'est pas parce que on est le chef, ou qu'on est le plus âgé, ou qu'on est un garçon et qu'on parle le plus fort, que c'est nous qu'on a raison. Il y a des techniques qui s'apprennent, il y a des formations, on vous enverra quelques références. Et si vous n'avez pas le temps, à minima, ce qui est bien, c'est d'avoir sous le coude le contact de médiateurs ou de médiatrices qui seront habilités à le faire. Parce que quand il y a un conflit et qu'on passe un mois à trouver la bonne personne, en fait, bah, c'est un mois où la situation peut s'envenimer et un mois pendant lesquels les bénévoles sont tristes, voire se cassent. Donc, c'est toujours bien d'avoir en interne une équipe dédiée au conflit qui est formée. Ça peut être aussi des bénévoles qui ont décidé de monter en compétence sur ce sujet et qui ont décidé de devenir un peu des... C'est un rôle et un mandat que vous pouvez donner à certains de vos bénévoles, c'est d'être médiateur, médiatrice. Pas pouvoir passer par des gens externes. Il y a des cellules. Alors ça, c'est vachement bien. Ça se fait de plus en plus, notamment dans les festivals, mais il y a des cellules d'écoute, par exemple, pour proposer. Ça va avec l'écoute, mais s'il y a des VSS au sein de votre organisation ou, par exemple, des discriminations, c'est proposer des lignes d'écoute. Vous pouvez vous faire accompagner là-dessus. Je parlais notamment du cabinet là qui nous accompagne, Nawal Zouak, chez Make Sense. Euh, et, euh, et je crois que c'est tout. Juste, je voulais rajouter un dernier truc. Oui, c'est l'exemple que je voulais prendre, et comme ça on va pouvoir passer aux exemples. C'est que maintenant, par exemple, dans les festivals,
dans les festivals, il y a souvent des gens qui ont le rôle alors ils appellent ça Angel, ou c'est la brigade des VSS. C'est des gens qui sont facilement identifiables parce qu'ils ont par exemple des petits chapeaux lumineux. Et quand tu es témoin d'une agression raciste ou sexiste, en fait, tu peux très facilement aller voir cette personne. Tu sais qu'elle est légitime, qu'elle est formée pour gérer un conflit, éventuellement exclure une personne et prendre soin d'une personne qui aurait subi une agression. Donc parfois, prendre soin, c'est savoir exclure. Un peu comme dans une fête ou dans une boîte où il y a un frotteur ou quelqu'un qui fait des agressions. En fait, ça va prendre, vouloir faire de la médiation avec cette personne, ça peut prendre énormément de temps et ça peut prendre beaucoup d'énergie à vous et aux autres bénévoles. Et ça peut faire du bien à tout le monde si la personne a été informée des règles, ne les a pas respectées et a mis en danger d'autres personnes. C'est de l'exclure des bénévoles et ça peut faire du bien à tout le monde. Même si vous avez peut-être avoir l'impression d'être une mauvaise personne, sachez que c'est aussi beaucoup plus d'énergie que vous pourrez dédier pour prendre soin des 99 autres personnes. Est-ce que vous avez des exemples pour illustrer le fait de prendre soin et à la fin, pour la source, je me permettrai de lire un petit exemple. Donc, mettre un cadre, accueillir le conflit, gérer le conflit, exclure potentiellement. Est-ce que vous avez des exemples de choses là-dessus? Par exemple, pour vous laisser le temps de réfléchir, chez Make Sense, quand on arrive, on est formé à la communication non violente et au feedback. Et il y a au sein de Make Sense un organe qui s'appelle le pool des médiatrices, qu'on appelle les pools parce que c'est que des femmes, qui sont plus formées que les autres personnes salariées chez Make Sense et qui vont pouvoir gérer comme ça des conflits qui sont sollicités de manière, enfin qui sont identifiés. Et quand on fait des formations comme ça plus spécifiques, ça arrive qu'on invite aussi des super bénévoles qui sont notamment investis depuis longtemps et qui ont des places un peu de pivot dans les parcours bénévoles ou qui encadrent d'autres bénévoles, à aussi être formés pour pouvoir gérer directement des conflits ou des tensions. Et Oui, quelqu'un a il y levé a la Marion main. qui lève la main. Oui, alors à Fiche, donc notre tiers-lieu, nous, ça fait plusieurs années qu'on forme justement même les autres associations dans le cadre du FDVA sur la CNV. Voilà, CNV et résolution des conflits avec la méthode DESC. Et je pense aussi, ben, je parlais des brigades de paix, où là, comme on avait et j'imagine que Médecins sans frontières, c'est pareil, comme il y a des volontaires en fait sur des terrains parfois un peu compliqués, ils avaient mis en place un réseau justement de psychologues qui permettait aux personnes en revenant du coup de volontariat de pouvoir avoir une écoute voilà, d'un professionnel si jamais il y avait un souci en revenant dans son pays d'origine. Voilà. Il y a une bonne pratique aussi de partager de Tatiana, si tu veux nous expliciter un peu. Je travaille juste à côté, donc ça peut être difficile, c'est un peu bruyant. Mais oui, on a une politique PSEA en place, donc ça veut dire qu'il y a une formation en ligne et on a organisé aussi la formation ici à la délégation de France. Et il y a une adresse mail abuse@metsadumonde.net où vous pouvez envoyer tout ce qui va pas. Mais je suis pas sûre qui est derrière parce que ça change beaucoup. Ça, c'est un problème. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres échanges ou on passe à la prochaine partie sur les sources? Du coup, je vais vous lire. Alors bon, déjà, bah non, il y a Comment s'organiser de Starhawk, qui est vachement bien parce que c'est un bouquin qui mélange théorie, exemple concret et un exemple fictif où elle imagine qu'il y a un conflit dans un éco-village et elle montre comment, dans ce récit un peu romancé, comment les différentes manières des choses qui auraient marché et pas marché sur la gestion de conflit.
Donc, comment s'organiser de Starhawk, c'est vachement bien. Et il y a un bouquin que j'ai pas lu, mais par contre qui est mentionné dans beaucoup d'autres bouquins que j'ai lus, notamment dans celui-là, Boom Boom, Géopolitique du dance floor, que je vais vous lire. Alors, l'hypothèse. Alors, les gens parlaient souvent de safe space. Qu'est-ce que c'est qu'un safe space? C'est un endroit où il y a eu un cadre qui a été posé. Par exemple, on imagine que dans ce safe space, ben, on va poser qu'il n'y a pas de parole discriminante, qu'il n'y a pas d'agression. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un safe space n'existe jamais vraiment. Puisque les gens ont beau progresser, on a beau avoir des cadres, des gens qui les appliquent, des gens qui font attention, on n'est jamais 100% sécure parce que bah, tout le monde n'est pas forcément formé à toutes les spécificités, notamment il peut y avoir des gens qui ont des problèmes psychosociaux, etc. Donc, dans certains milieux, on a commencé dans le milieu notamment dans le milieu de la teuf, on a commencé à parler de safer space, c'est-à-dire qu'un endroit où on essaye de faire un safe space, mais il faut continuer à faire attention parce que bah, on n'est jamais, faut jamais être totalement vulnérable parce que on n'est jamais garant de rien à 100%. Et donc, il y a une nouvelle notion qui est intéressante qui s'appelle la notion de brave space, donc, que je vais vous lire, qui est explicitée dans Boom Boom, Géopolitique du dance floor. L'hypothèse de brave space, imaginée par Bell Hooks, est une piste à explorer pour dépasser ces paradoxes. Ainsi, le brave space, espace d'encouragement, serait un espace assumant une certaine conflictualité afin de faire émerger des discussions critiques dans le dissensus, en respectant le ressenti de chacun des personnes et en conscientisant collectivement des formes d'oppression sociale, décryptant leur fonctionnement et identifiant ensemble les pistes de résolution. Il est certain que les Brave Space n'a pas vocation à remplacer le Safe Space et que la pédagogie est un travail souvent non rémunéré, consistant à la longue en une charge mentale imposante qui échoit souvent aux personnes les plus précarisées et minorisées. Il ouvre néanmoins à explorer les potentiels d'une autre typologie d'espace communautaire, au contact du dehors et de l'adversité, aspirant au débat et à la conscience critique collective. Penser les fêtes communautaires sur le modèle du Brave Space dans une séquence politique qui montre les profondes fractures entre différentes classes sociales et ainsi une option à considérer parallèlement. Euh, et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, hein, chez Médecins du Monde, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est que à la fois il y a une politique pour lutter contre les discriminations, et à la fois il y a des gens chez Médecins du Monde qui ont conscience des biais systémiques, notamment bah, sur le fait que beaucoup des bénévoles de Médecins du Monde sont des personnes plutôt blanches, et que elles viennent amener dans un espace où il y a le droit un peu de contester, d'avoir une parole politique un peu forte, le fait de secouer un peu ça, par exemple pendant les séminaires, en disant bah il n'y a pas assez de diversité, ou on n'est pas allé suffisamment loin, on n'est pas assez courageux. Voilà sur les safe space et les brave space. Je pense du coup qu'on peut passer à la prochaine section, Agathe. The floor is yours. The dance floor is yours. La joie militante. Du coup, ça c'est un bouquin qui s'appelle La joie militante, dont je vous enverrai du coup la fiche de lecture par la suite. Et euh, je vais me permettre de relire du coup juste plutôt que de lire le PowerPoint, je vais essayer de retrouver la fiche de lecture que j'avais faite. Une petite seconde, ça met un peu de temps. J'en profite, n'hésitez pas parce ça fait quasiment une heure qu'on est ensemble. La visio, c'est un peu fatigant. N'hésitez pas si vous voulez vous étirer ou genre vous lever ou boire de l'eau ou bon, voilà, ne pas se laisser un peu glisser sous sa chaise si vous devez aller chercher une couverture polaire comme je viens de le faire parce qu'il fait un peu froid dans mon salon. Voilà, l'idée c'est d'être à l'aise. Tino, tu as retrouvé tes notes? J'ai retrouvé mes notes. Super. Tu veux que je passe à la Alors, suite? bah vas-y, tu peux passer la prochaine slide. Donc, on l'a déjà dit, organiser des mouvements conviviaux. Et je vais vous lire du coup le petit texte de la fiche de lecture que j'avais faite. Alors, la joie, au sens de Spinoza, c'est notre capacité à affecter le monde et à se laisser affecter par lui. Les autrices nous invitent à lutter contre l'emprise d'une société mortifère qui étouffe l'autonomie des communautés et crée des individus insensibles et individualistes. Les luttes ne devraient, selon elles, pas passer par des postures d'alliés pénitents, oh mon Dieu, je suis blanc, je suis responsable de l'esclavage, ou de militants doctrinaires, mais par du militantisme joyeux, qui consiste selon elles en plusieurs points que j'essaye de résumer ici.
1. La joie, c'est laisser émerger des formes de lutte diverses, éphémères, complémentaires et autonomes, une confluence qui reconnaissent les pluralités et les complémentarités des luttes, plutôt qu'une convergence qui s'arrogerait la bonne parole ou la bonne stratégie pour atteindre le grand soir. La joie, c'est construire des amitiés et des parentés autour d'engagements concrets et réciproques. C'est reconnaître notre capacité à agir sur ces liens plutôt qu'à s'en croire exempt. À savoir les cultiver, en prendre soin ou les rompre si nécessaire. Par la confiance, la joie permet d'esquisser des manières d'être ensemble qui sont émancipatrices des systèmes d'exploitation ou de contrôle, en tricotant des réponses éthiques avec des fils, des tissus sociaux dont nous sommes issus. La joie, c'est renoncer au confort toxique que nous offre l'empire. Et c'est rigolo, ils appellent la société un peu consumériste, patriarcale, ils appellent ça l'empire. La joie, c'est renoncer au confort toxique que nous offre l'empire et à la pureté morale que nous offre l'idéologie pour embrasser, alors attention au néologisme, un Santi Pensar. C'est penser et sentir en même temps. C'est l'érotisme du terrain. Pareil, c'est un néologisme. Penser à partir des gestes du quotidien que l'on rendra poétiques. C'est ni confortable, ni facile, mais ça permet d'éviter de tomber dans le cynisme, l'optimisme béat, le mépris, le défaitisme ou l'autoflagellation. En conclusion, le bouquin recommande 3 actions. Partir du terrain, honorer l'histoire des luttes passées, prendre le temps de célébrer. Voilà, donc j'ai fini Agathe. Donc il y a, en fait, le joie militante part du principe qu'il y a trop souvent un idéalisme rigide dans les milieux militants, ou parfois parce que on connaît pas, on n'a pas lu le Capital dans le texte 2 fois, eh ben on se fait prendre de haut et on se sent pas légitime pour agir. Et du coup, il y a une invitation de la part des autrices à laisser les gens partir du terrain et un peu redéfinir leur fiche de poste, à laisser une diversité, une multiplicité de tactiques émerger chez vos bénévoles, plutôt que de leur dire non, la stratégie qu'on a pensée, c'est ça, et c'est ça qu'il faut faire et rien d'autre. Et bah, laisser les gens aussi nouer des solidarités et des affections entre bénévoles et bénéficiaires, et voilà, se laisser toucher par le réel. C'est une approche assez poétique, mais que je trouve assez chouette. Est-ce que vous avez des exemples de Santi Pensar et de joie militante dans vos organisations? Zzz. J'entends littéralement des mouches voler. Je peux te venir à ta rescousse si tu veux. Attends, t'as ton micro coupé. Il y a aussi Marion, notre meilleure amie, qui Ah, a trop bien. plein de bonnes T'avais pas dit. pratiques. On Marion. aurait dû Alors, t'inviter, Marion, en fait. alors moi, j'ai des bonnes pratiques. J'ai eu la chance d'aller en Amérique latine et là, on se fait des gros câlins régulièrement, en fait, après toute chose. Ah, pardon. À Fiche, là, à Casse-Tête, eh ben, on fait des apéros très sympas où, régulièrement où on se retrouve avec plein de joie. Pardon. Merci, Marion. À toi, Agathe, toi, tu as des exemples? Je vais donner la parole à Tatiana qui vient de lever la main aussi. À nous, c'est la galette des rois, ça fonctionne très bien. Des rois et des reines. Donc, on invite tous les bénévoles, tous les salariés en janvier et on partage un peu résumé de l'année. C'est vraiment un moment convivial. On remercie à tout le monde et ça rassemble bah, vraiment beaucoup de personnes. Merci Tatiana. Nous, avec Make Sense en temps fort, on a le solstice du space. Donc, on a renommé le Noël parce que tout le monde ne fête pas Noël. Suite à des retours d'ailleurs. Et on invite aussi nos bénévoles, nos partenaires, enfin des gens qui sont proches de nous depuis longtemps, où on célèbre, on fait globalement que des activités marrantes où chacun propose des petits bouts d'activités. Donc l'année dernière, il y avait un truc de formation au shiatsu, on avait
un Mario Kart sur projecteur. Enfin, il y avait plein de trucs plus ou moins sérieux, plus ou moins créatifs, des trucs de danse. Enfin voilà, c'était très très chouette. Alors, comment on fait quand on est des bénévoles 100% en ligne? Mm, Euh, donc, au-delà du fait de donner de la convivialité, parce que là, comme la joie, c'est la joie au sens commun du terme, mais c'est la joie au sens de Spinoza. C'est aussi se laisser, en fait, se laisser faire preuve de pragmatisme et faire confiance aux bénévoles de terrain. Donc moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est il y a certaines organisations, mais je crois que c'est toi, Séverine, qui nous en avait parlé, en gros, vous avez fait des tests où vous avez réussi à rendre autonome une boutique Emmaüs, où d'une certaine manière, les bénévoles ont un peu bidouillé eux-mêmes leurs fiches de poste qui leur avaient été données pour que ça corresponde à comment ils vivent le truc, et vous leur avez donné la responsabilité de faire que ça marche. Et a priori, c'est une expérimentation qui est en train de marcher. Bon, ça fonctionne, c'est opérationnel. Et je pense que justement, la prochaine étape, c'est de le rendre fun, enfin de remettre du fun et de réussir à leur faire prendre un petit pas de côté. C'est cool que ça marche, mais c'est mieux si on est tous heureux pendant que ça marche. Mais c'est rigolo, c'est que, enfin, il n'y a pas encore la joie au sens commun, mais il y a déjà la joie au sens de Mm. Spinoza. C'est que d'une certaine manière, vous leur avez laissé la marche pour qu'ils s'imprègnent du terrain et qu'ils redéfinissent leur rôle à partir du terrain. Et ça, c'est Mm. super chouette. Et tu sens qu'il y a Euh, des bénévoles qui ont beaucoup aimé ça et qui, du coup, avant étaient plus passifs et là prennent un rôle beaucoup plus présent, qui s'engagent beaucoup plus et c'est vraiment hyper cool. Enfin, on a été très surpris et on savait pas trop où on allait avec ça, mais voilà, on s'est laissé surprendre par les bénévoles, comme tu dis. Et c'était cool. et ça, c'est aussi important par rapport aux 5 langages de l'amour et par rapport au sixième langage qui est le, qui est le respect, en tout cas l'écoute des bénévoles, c'est que pour moi, même si je vais aussi manger de la galette des rois, attention, le truc le plus important pour cultiver la joie, c'est justement qu'on me laisse la liberté d'agir et d'adapter la stratégie. Pour moi, c'est une marque de confiance et de respect, et c'est ça qui me met le plus en joie. Et il y a une question de Elena, c'est comment mettre de la joie militante quand on est des bénévoles 100% en ligne? Moi, j'ai par exemple, des petits trucs à mettre en place facilement, c'est que bah, forcément, enfin, essayer de pousser au maximum les gens à ce que les gens prennent le temps, donc allument la caméra, soient là, faire aussi des icebreakers, donc juste des petites activités pour juste que les gens rigolent et apprennent à se connaître entre eux. De mettre aussi des temps en sous-groupe, on va faire aussi ça juste après, mais pour juste donner un peu une liste de questions et apprendre à ce que les gens se connaissent. Et souvent, on repart un peu inspiré et on se sent aussi entouré. Et c'est ça, c'est quand on passe à l'action aussi ensemble que ça fait qu'on passe un bon moment. Mais de créer comme ça à chaque fois des petits moments qui font que, comme on pourrait faire une manif ou une chorale, on se dit, ah, c'est beau ce qui se passe, par exemple. Euh, et alors ça, c'est un peu un taf que les grands-mères font, qui essayent de créer de la joie au sein des familles. C'est qu'il y en a forcément un moment, il y a quelqu'un qui va passer à Paris ou l'autre qui va de Chambéry à Nantes. Et en fait, donner un peu, faire d'un peu l'entremetteur et l'entremetteuse entre bénévoles. Ah bah tiens, tu vas à Chambéry, bah tiens, bah va rencontrer machin machine. Donc ça, c'est une bonne manière aussi, c'est que en fait, même s'il y a une grosse partie de l'activité qui se passe en ligne, il y a aussi une partie où les gens peuvent se passer des coups de fil sur des sujets, ça peut être pas mal. Les gens peuvent se voir parfois en présentiel quand ils bougent, et chaque opportunité peut être prise. Il y a des choses à des bonnes pratiques aussi, Elena, que tu peux choper de la part de toutes les entreprises où il y a énormément de télétravail ou des équipes dispersées. Donc nous, par exemple, dans notre équipe avec Agathe, tout le monde habite dans des villes différentes. Donc, par exemple, on se fait des petits rituels. Donc, par exemple, pour mon anniversaire, bah, j'étais pas là, mais on m'a envoyé une playlist de chansons parce que moi, j'aime beaucoup danser, et j'aime beaucoup la musique. Et en fait, cette playlist, je l'écoute encore 2 ans après. Ça crée du lien avec mon équipe. Euh, Merci Tino pour le partage. Hop, On passe à la dernière partie? ouais, complètement. Je repartage mon écran.
si je le retrouve. Euh, Suspense. Quelle va Ouais, être la dernière partie? Quel va être le titre de la dernière partie? c'est trop bizarre, ça met un écran blanc. J'arrive. Non, tant pis, je commence à aborder le sujet, même si c'est pas tout à fait fini. Je l'ai. C'est bon, tu l'as? Ouais. Donc ça joue à mi-tente. Et dernière partie. Ok. Alors, comment prendre soin? C'est aussi avoir des jolies fiches de poste. Il y a un livre que je trouve, un petit fascicule qui a été écrit par Joe Freeman qui s'appelle La tyrannie de l'absence de structure. Je veux bien que tu passes à la prochaine slide. Qui montre en fait que parfois on a l'impression que ça roule, que c'est naturel, mais que en fait, quand ça roule et que c'est naturel, ça se fait au bénéfice de certaines personnes qui sont dans des positions plus confortables et que pour généralement ça empêche que les rôles et que les mandats tournent et que pour certaines personnes c'est aussi très inconfortable. Donc, le soin, c'est aussi éviter que des gens rentrent dans votre organisation alors qu'ils voulaient faire une action en particulier que vous ne proposez pas. Donc ça se fait au recrutement par rapport à bien clarifier la raison d'être. Et ça peut être en donnant tout simplement des petites fiches de bénévoles, en disant, bon, bah, voilà ce que tu dois faire, voilà ce qui est attendu, voilà le parcours de formation qu'on te propose. Donc, je crois que je sais plus quelle était, c'était Action contre la faim, je crois. Ils disaient, ils avaient 100 fiches bénévoles différentes. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant, mais c'est bien de clarifier un peu qui fait quoi, qu'est-ce qui est attendu et comment on peut du coup évoluer. Euh, on verra si certains de vous ont des fiches bénévoles bien faites pendant la partie partage. Il y a quelque chose qui est explicité dans ce bouquin qui s'appelle Comment s'organiser de Star Hawk que je trouve extraordinaire, je vous en ai déjà un peu parlé un peu plus tôt, c'est que parfois il y a des gens, ils vont se mettre dans des postures de leadership, ils vont vouloir lancer un nouveau projet ou faire une nouvelle recette ou imaginer quelque chose d'autre, et que souvent, parfois ces gens vont se retrouver en difficulté parce que on va leur reprocher de prendre trop de place, etc., etc. Et cetera. Et d'une certaine manière, il y a plein de formes de leadership différents et que toutes ne sont pas forcément bien traitées ou bien accueillies au sein de toutes les organisations. Donc je vais pas pouvoir m'apesantir beaucoup plus, mais dans la fiche de lecture de ce bouquin, il y a marqué les différents profils, quand ils sont forts, quand ils sont moins, quand ils sont plus faibles, qu'est-ce qui leur est reproché et pourquoi ces gens baissent souvent les bras. Donc plutôt que de alors, il y a un mythe dans le monde de la gouvernance partagée, c'est que tout le monde doit décider de tout le temps. Et même l'UDN, qui est, entre guillemets, l'organisation qui a le plus porté la gouvernance partagée en France, essaye de tailler en brèche cette idée. C'est hyper important à certains moments de savoir accueillir et remercier même des leaders et de savoir leur donner la bonne place. Ou des leaders, pas nécessairement des leaders, mais des gens qui, à un moment donné, ont une posture de leadership. Ça, c'est quelque chose d'important, notamment pour encourager la prise d'initiative dans des missions. Enfin, il y a un dernier point qui me semble un peu rigolo et que j'aime bien moi faire, en fait c'est imaginer un rôle de responsable de kiff. On en avait parlé lors de la dernier apéro qu'on avait organisé en présentiel avec Agathe. Et en gros, se dire que au sein d'une organisation, il y a une personne, alors souvent ça se fait de manière informelle, mais une personne qui s'assure pendant un événement ou au sein d'une organisation que tout le monde va bien. Donc, où ça peut être réparti en plusieurs personnes. Il y a une personne qui peut être dédiée à l'écoute, il y a une personne qui peut être dédiée à l'inclusion, il y a une personne qui peut être beaucoup plus forte pour faire des processus d'accueil ou organiser les processus de sortie. Mais c'est quelque chose à penser. Même si votre organisation est toute petite, au contraire, si vous voulez qu'elle grandisse, c'est bien de donner une casquette de responsable bien-être, kiff, inclusion à une des personnes. Du coup, je suis curieux de savoir si en ligne, là, vous, dans vos organisations, vous avez ce type de rôle. Si vous avez des fiches pour les bénévoles, si vous avez un responsable bien-être, et est-ce que vous avez des fiches aussi pour les gens qui ont envie de se mettre dans une posture de leadership? Agathe, bah, si tu veux prendre la main en attendant que les langues se délient, ce serait super.
Ouais, sinon, tiens, on avait dit qu'on se mettait par petits groupes pour justement les créer, ces fiches. Ah oui, eh ben, très bonne idée. Est-ce que ça vous va? Donc, je vous répartis. Alors, il y a Gala qui dit, pour le leadership, nous proposons des postes ambassadeurs à nos bénévoles. Euh, je vais vous répartir de façon complètement aléatoire en 5 salles. Euh, on se met aussi dedans, Tino, Dune et moi-même. L'idée, c'est de pouvoir réfléchir ensemble à qu'est-ce que ce serait une fiche de poste. Alors, attendez, je crée. Je vous pas les salles, mais je vous partage mon écran parce que hop, j'avais noté ce que je voulais voir, qui était quel rôle, donc un peu son petit nom, quelle formation, c'est chouette de donner à cette personne, quelle redevabilité et quel accompagnement aussi de votre part, et si vous voyez d'autres choses, le mandat, enfin plus c'est concret et précis, mieux c'est. Et ensuite, on se retrouve en sous-groupe pour faire un partage. Ça vous va? Top. Let's go. J'arrête mon partage d'écran, j'ouvre les salles et c'est parti. Romain, tu peux rejoindre une salle ou pas du coup? Euh, Moi, je me disais que j'allais peut-être attendre le retour en plénière pour prendre les infos, enfin voir un peu ce sur quoi ils ont travaillé parce que je me vois pas aller animer dans une salle particulièrement. Enfin, C'est à pas moins animé, que je pense hein. que C'est pas quoi? animé, c'est participer. C'est imaginer une fiche de poste comme ça. Ok. C'est un petit Euh, exercice collectif, c'est pas du tout de l'animation. ok. Tu m'avais mis dans quelle salle du coup? Je pense que tu es en salle 3. Tu es avec Ok. Jules aussi en plus. Allez, vas-y, go. Hop. Barthélémy, est-ce que tu m'entends? Valoriser en fait les perspectives d'évolution au sein de l'association. Donc, en gros, voilà, de savoir que les personnes, si elles s'engagent, ben, elles pourront gagner en responsabilité par la suite. Le fait d'avoir, en gros, de légitimer les personnes au sein des structures, donc en gros, qu'elles se sentent légitimes de pouvoir faire des choses. La question de pouvoir mettre en place des process internes assez clairs avec des éléments où les personnes peuvent s'y référer et d'adapter en fait toujours les outils pour que les nouvelles personnes qui entrent dans les structures puissent rapidement prendre en main les modes de fonctionnement, les process de l'association. Donc ça passe notamment par la question de l'onboarding. Donc dès que les nouvelles arrivent, de pouvoir à la fois leur donner des éléments, des personnes ressources, potentiellement des pairs, soit des réseaux de nouveaux nouvelles qui sont accueillis et elles peuvent échanger, oui, peuvent échanger entre elles. Et aussi d'avoir potentiellement une personne référente, mentor par exemple. Voilà ce que j'avais noté. Est-ce que vous avez d'autres éléments par rapport à ce qu'on s'était dit? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Moi, ça me semble très complet. Très chouette, merci beaucoup. Qui sont du coup des trucs applicables effectivement sur tous les types de bénévoles et pas juste responsables du kiff ou bien-être en soi. Est-ce que vous avez d'autres petits trucs à partager de vos groupes? Ouais, Séverine. Nous aussi, on a parlé de l'onboarding et du système de référents. On s'est dit que c'était parfois pas évident de mélanger des cultures de bénévoles, des personnes qui sont là depuis longtemps et qui acceptent pas forcément la démarche qu'on vienne vers eux pour prendre des nouvelles, qui n'ont pas l'habitude, qui réagissent pas forcément bien à la nouveauté.
Et on s'est aussi dit que de toute façon, il faut tester, donc ce serait pas mal de proposer à des bénévoles de se former à l'animation de communauté et de voir comment ça réagit, de voir si quand on leur parle de vie associative, ça leur parle, ils ont envie de tester des choses. C'était les éléments principaux. On a parlé d'une visio d'accueil dans laquelle on prévenait les bénévoles qu'ils allaient être contactés par un référent qui permettait de légitimer du coup les deux côtés, à la fois les nouveaux qui savent qui seront appelés et les bénévoles soins voilà, qui peuvent appeler. Je ne sais pas si vous voulez Bien. rajouter des choses. Merci. Si vous voulez rajouter des choses de manière assez concise, comme ça on dépasse pas trop et on peut faire le petit mot de la fin. En attendant, si quelqu'un, Tino, calme-toi avec la zapette électrique. Est-ce que ça vous dit de faire une petite photo? Donc si vous pouvez allumer votre caméra, c'est très chouette. Et quelqu'un veut donner un thème? Alors quand on désigne pas donc l'inertie de groupe, personne ne se reconnaît en ce quelqu'un. Eh ben, le thème, ce sera votre tête quand vous êtes content et heureux. Super, c'était très original, mais c'est une paraphrase de dire souriez. Euh, hop, je reprends un mini partage d'écran et si en attendant quelqu'un veut faire un mini, beaucoup de mini. Hop, tadadam. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. N'hésitez pas à le mettre dans le chat pour les groupes qui n'ont pas eu le temps de faire de partage. Du coup, la Bible de notre équipe, mais donc comment s'organiser de Sarouk, vous l'avez compris. On l'a tous dans nos chambres. Je crois que c'est vrai en plus. Et avant de se dire à bientôt, donc ça c'est fait, petite photo. Un mini-mot de pourquoi on lâche rien, c'est en soi le monde il est suffisamment cruel et tout pété que c'est vraiment important qu'on crée aussi des bulles où les gens se sentent au maximum bien parce qu'en fait c'est des gens épanouis, c'est des gens qui vont pouvoir libérer entre guillemets leur potentiel et faire plein de trucs et donc servir aussi l'impact et l'intérêt de votre structure. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas déprioriser. Et de manière générale, nous aussi, ce qu'on prône côté Make Sense, c'est de développer aussi une culture du soin et du care, qui a pas trop de traduction en français, mais sur comment est-ce qu'en fait on développe le côté, on prend soin du vivant de manière générale, donc des gens, des espèces animales, de la société, pour aussi changer et diffuser une culture comme ça à plus long terme. Et pour aller plus loin, on organise du coup On va vous envoyer un mail récap avec beaucoup d'infos, ne vous inquiétez pas. Mais on organise des journées de formation pour justement continuer d'avoir des outils et des billes pour créer et animer vos communautés. La prochaine date, c'est 19 mai à Chambéry et 2 juillet à Paris. Il y a un atelier sur la gouvernance et la gestion de conflits le 11 juin de 14 à 16h30 en ligne. Un super article écrit par Dune sur les trucs à ne pas faire pour ne pas avoir un collectif soigné et soigneux. Toujours aussi, on vous partagera aussi des nouvelles du club et si vous le souhaitez aussi en savoir plus. Et je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais on a lancé Cœur sur l'assaut, qui est un trophée pour aider les associations qui font du bien de manière générale. On vous enverra aussi les liens. Peut-être que ça vous concerne directement, peut-être que vous connaissez des gens que ça concerne, mais l'idée c'est aussi de venir en soutien au monde asso qui est un petit peu en galère en ce moment. Donc on réfléchit aussi à comment est-ce qu'on peut s'y prendre de différents moyens. Et la formation à Paris, ce sera le 22. Pas 20... le 22 juillet, pas le 2 juillet, pardon. Ouais? Ok. Ouais, j'ai mis une coquille et c'est ma faute. Mais à coup pas. 22 juillet, ce sera Ouais. modifié. Et un magnifique gif archi kitsch. Ouais, ouais. Il est tellement kitsch qu'il en devient génial. Mais donc, n'oubliez pas, aussi prenez soin de vous. J'imagine que vous avez posé potentiellement vos ponts, mais prenez aussi, si les responsables de communauté ne sont pas des personnes aussi
Vous faites attention à vous. Derrière, il y a aussi tout qui craque, donc c'est important aussi que ça s'applique aussi à vous. Et n'hésitez pas, si vous voulez qu'on échange plus particulièrement en fonction de certains besoins ou de certains sujets avec Tinou. On remettra nos mails et nos numéros de téléphone si vous voulez qu'on prenne des temps. Euh, ouais, en plus. Je paraphrase mes paraphrases, donc ça veut dire qu'il est 13h01, que peut-être que tout le monde a faim. Merci à vous. On vous enverra aussi donc du coup les informations. Et puis bon appétit, bonne journée et à bientôt. Merci. Merci beaucoup pour votre Merci beaucoup. participation. Salut tout Merci. le monde! Au revoir.